à la Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique, on s'intéresse à la protection du milieu aquatique. Et quand on parle de protection du milieu aquatique, il y a un premier volet qui est la connaissance. Connaissance de ce milieu. Et pour mieux connaître un milieu, n'importe quel milieu, quand vous vous posez la question de l'état d'un milieu, la première étape, c'est de venir récupérer différents éléments, différents paramètres sur ce milieu. Et là, en l'occurrence, les paramètres qu'on va évoquer ensemble, c'est le poisson, c'est la température et c'est l'hydromorphologie. L'hydromorphologie, c'est l'habitat qu'on retrouve dans un cours d'eau. Alors, on va évoquer par le premier point, c'est le poisson. Comment est-ce qu'on étudie le poisson dans un cours d'eau? La méthode, c'est la pêche électrique. Vous avez ici le matériel de pêche électrique. Vous avez le sac à dos qui contient les batteries. Des batteries, on a un petit boîtier qui nous permet de transformer ce courant. Ensuite, vous avez relié à ce boîtier une anode qui est au bout de la perche. Et derrière nous traîne une cathode qui est là en fait, au bout de ce fil. Donc entre cathode et anode, vous avez le courant électrique qui se crée. Devant nous, on a l'anode et le poisson est attiré par l'anode. Il se trouve à faire une nage forcée vers l'anode. C'est assez impressionnant, vraiment, le poisson est attiré par l'anode. Et ensuite, on le capture à l'épuisette et on le met dans des seaux. Alors, quel est l'intérêt d'une pêche électrique? Alors, juste avant la pêche électrique, en fait, c'est la seule méthode que l'on a pour inventorier l'ensemble des espèces de poissons. On n'est pas sélectif sur une espèce, non, on va capturer vraiment l'ensemble des individus, l'ensemble des espèces qui sont présentes dans n'importe quel cours d'eau. C'est la seule méthode qu'on a. Alors, vous allez voir, en fait, le poisson, on ne le tue pas. Ça le choque juste. Ensuite, il repart, il est en bon état. Je vais vous montrer les différentes espèces qu'on capture. Avant de vous montrer les différentes espèces, en fait, ça c'est un compte rendu. Suite à la pêche qu'on a effectuée sur l'Auterne en 2020, on fait un compte rendu de l'opération et en fait ce compte rendu il consiste en quoi? À lister les différentes espèces qu'on a capturées, à calculer différents indicateurs en termes de densité, donc le nombre d'individus par hectare, en termes de biomasse, c'est-à-dire le poids de chaque espèce par hectare également, et on qualifie du coup l'absence là où la présence de l'espèce. Et sur l'Auterne en 2020, on a capturé quelles espèces? On a capturé de la blette, du chevenne, du gardon, du goujon, de la loche franche, du véron et de la carpe commune. Donc je vais vous inviter du coup à regarder quelques individus capturés ce matin, je les ai capturés ce matin. Alors ici vous avez la loche franche, donc une espèce avec plutôt plate, avec vous voyez des moustaches au bout de la bouche. On a une autre espèce ici, un bel individu de l'espèce véron. Ouais, alors là, ils ont une robe nuptiale en fait. Ils sont en train de se reproduire, donc du coup, ils se parent de couleurs que l'on ne retrouve pas en dehors de cette période-là. Donc voilà, vous avez vraiment de très belles couleurs autour de la bouche. Il a un très beau rouge, du vert sur les flancs, du rouge à la base de chaque nageoire. Et si on regarde, vous avez un autre individu de véron ici, si on les compare. Celui-là est bien moins coloré. Hop là. Il va bien, on ne s'inquiète pas, on n'a pas besoin de faire le bouche à bouche. Donc voilà les premières espèces, loche franche et véron. Ici on a d'autres espèces capturées. Vous avez un chevenne ici, donc vraiment une forme différente de deux espèces qu'on vient de voir précédemment. Un autre chevenne. Ça c'est un goujon, encore une autre espèce qui est plutôt plate, hop là, avec des moustaches au bout de la bouche. Voilà pour le goujon. Et une dernière espèce capturée ici. Alors est-ce que hop là, c'est toi. Voilà, le gardon, qui est différent du chevenne, qui est un peu plus allongé, un peu plus plat que le chevenne, avec un peu l'œil rouge par rapport au chevenne. Parmi les paramètres que l'on récupère aussi lorsqu'on fait une pêche électrique, c'est l'habitat. On en a parlé, c'est l'hydromorphologie. Et vous le savez très bien, vous avez dû certainement le voir en cours, que les espèces sont très contraintes par l'habitat. Elles utilisent des habitats qu'elles apprécient. Et du coup, en fait, en fonction de l'espèce, vous allez avoir des habitats différents. Ici, vous avez loche franche et véron qui occupent un habitat qu'on appelle radier. Le radier, en fait, c'est quoi? Vous en avez un juste derrière vous. C'est une zone qui est très courante et peu profonde. Donc, loche franche, véron, vous allez les retrouver dans les radiers. Et ici, chevenne, gardon, goujon, elles occupent un habitat qui est totalement différent. C'est un habitat qui est beaucoup plus profond et avec des vitesses très lentes. Donc, vous avez vraiment deux habitats totalement différents en fonction des espèces. Et ces zones profondes et lentes, vous l'avez aussi juste derrière vous, juste au-dessus du radier. Là, si vous remontez un peu, vous avez une zone qui est beaucoup plus profonde et
avec très peu de courant. Donc voilà un des paramètres importants à relever lorsque vous étudiez le poisson, c'est l'habitat que vous retrouvez sur le cours. Ensuite, lorsqu'on revient sur la liste, en fait, un intérêt de la pêche électrique, c'est, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, hein, on s'intéresse à l'état du cours d'eau. Et pour qualifier cet état, on se sert du poisson et d'un indice poisson-rivière. Cet indice poisson-rivière, il est calculé à l'échelle nationale. Hein, c'est une méthode qui est normalisée à l'échelle nationale et ça nous permet de donner une note au cours d'eau. Et là, en l'occurrence, l'Auterne, il a une note de mauvais. Qu'est-ce qui explique cette note mauvaise? C'est notamment l'absence de la truite commune. Regardez, on n'a capturé aucun individu de truite commune. Ça, c'est un élément qui explique qu'on a une mauvaise note. Et alors qu'on est sur un cours d'eau qui est typique de la truite commune. On est proche des sources, on devrait retrouver la truite commune. Donc à partir de là, en fait, on se questionne sur pourquoi est-ce qu'on n'a pas capturé de truite commune et quels paramètres, du coup, expliquent l'absence de truite commune. En termes d'habitat, non, c'est pas ça. Vous avez les différents habitats qu'on retrouve sur n'importe quel cours d'eau. Ça, les habitats, on les a cartographiés. Vous les avez représentés ici. Alors pour les cours d'eau, on parle de faciès. En termes de faciès, sur l'Auterne, vous avez représenté ici l'Auterne et la plaine de Nostre-Seigne. Nous, on est juste ici. Vous retrouvez l'ensemble des habitats qu'on peut retrouver sur n'importe quel cours d'eau de ce type. Vous avez des plats lents, des plats courants, des radiers. Les radiers, c'est ces zones courantes qu'on a évoquées précédemment. Et ensuite, mouilles et fosses d'affouillement, c'est les zones plus profondes qu'affectionnent ces espèces-là. Donc en termes d'habitat, on a tout ce qu'il nous faut pour accueillir la truite commune. Donc ce n'est pas ce paramètre qui limite l'absence de la truite. Par contre, je vais de suite vous livrer en fait, le paramètre limitant et qui explique l'absence de la truite, c'est la température. Avant de vous montrer ce graphique, je vais juste vous expliquer comment est-ce qu'on récupère la température. C'est à l'aide de cet appareil. Cet appareil, c'est un thermographe. On le programme en fait avant de le mettre dans l'eau, parce qu'on vient l'immerger dans l'eau, au cours par exemple d'un été. On le programme au bureau, on lui demande de nous mesurer des températures, une température par heure, et à partir de ça, derrière, on vient récupérer le thermographe, on l'analyse au bureau, et on fait des graphiques pour voir quelle température, quel profil thermique on a sur l'Auterne. Vous avez représenté ici un graphique de température pour différents cours d'eau. Vous avez représenté en couleur différents cours d'eau qu'on retrouve pas loin de Rodez. Vous avez en ordonnée la température. En abscisse, vous avez une journée de minuit jusqu'à 23h. Donc vous avez le déroulement de la température au cours de la journée. Alors c'est moyenné sur le mois de juillet 2021. C'est pas un seul jour, c'est une moyenne sur le mois de juillet 2021. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? L'Auterne est représenté en rouge. Vous voyez en fait que la température, notamment aux alentours de 15h, 16h, 17h, elle est nettement plus élevée que sur les autres cours d'eau. Et ça explique en fait l'absence de la truite. Pour la truite commune, dès qu'on dépasse 20 degrés Celsius, vous n'avez plus de truite commune. Donc là, sur l'Auterne, on atteint des températures de 22 degrés Celsius en plein après-midi. C'est ce qui explique que la truite commune est absente de l'Auterne. Voilà le paramètre limitant pour la truite commune. Selon vous, pourquoi est-ce qu'on a une température de l'eau qui est nettement trop élevée sur l'Auterne? En comparaison avec d'autres cours d'eau qui sont pas loin d'ici, regardez le profil des autres cours d'eau, en plein milieu de l'après-midi, on ne monte pas au-delà de 18 degrés Celsius. C'est la profondeur. Pourquoi est-ce que l'Auterne... Alors c'est pas le paramètre principal, la profondeur. Il y a d'autres paramètres qui expliquent. La vitesse du cours d'eau. C'est pas non plus le paramètre principal. S'il est ombragé ou pas? Oui, tout à fait. C'est l'ombrage sur le cours d'eau. C'est l'ensoleillement clairement du cours d'eau. Vous avez le soleil qui va monter en plein milieu de l'après-midi. Regardez, en plein milieu de l'après-midi, on a des températures nettement trop élevées. C'est clairement les périodes où le soleil il est au zénith et il vient réchauffer. Alors il y a l'inertie de l'eau. Clairement, vous pourriez me dire, mais non, le soleil il est au zénith à midi. Mais en fait, il y a l'inertie de l'eau qui explique qu'on a un décalage sur le maximum de température. Le maximum, il n'est pas à midi comme la température de l'air. Ce qu'on a classiquement sur la température de l'air, c'est midi, 1h, 2h. Là, on a l'inertie de l'eau qui explique que la température élevée, elle se situe plutôt en milieu d'après-midi. Mais c'est ça, c'est l'ensoleillement. Vous avez le soleil qui vient taper dans le fond du cours d'eau, qui réchauffe l'eau et les éléments au fond du cours d'eau, ce qui explique du coup que vous avez une température trop élevée. Et le syndicat agit sur l'Auterne, ils font des actions de replantation de ripisylve. On parle de ripisylve, vous connaissez ce terme ? De ripisylve, vous n'avez jamais entendu parler. En fait, ripisylve, c'est le boisement que vous avez naturellement tout autour au bord d'un cours d'eau. Naturellement, un cours d'eau, il a des espèces végétales qui sont inféodées au cours d'eau, que vous ne retrouvez pas forcément aux abords d'un cours d'eau. Donc c'est ça. Une action pour éviter l'ensoleillement, c'est de venir replanter
aux abords du cours d'eau de la ripisylve. Un boisement inféodéacénique. Ok, donc là on a compris pourquoi est-ce que la truite était absente. Un autre élément qu'on va regarder pour mieux comprendre le fonctionnement d'un cours d'eau, c'est tout ce qui se passe autour, et notamment la plaine de Nostre-Seigne pour l'Auterne. Selon vous, quel rôle a la plaine de Nostre-Seigne? Quel rôle joue la plaine de Nostre-Seigne pour le cours d'eau? Pardon? Ouais, alors pour le cours d'eau, c'est pas directement relié au cours d'eau. Ouais, j'attends plutôt une réponse qui soit en lien vraiment direct avec le cours d'eau. Quel rôle a la plaine de Nostre-Seigne? Quelle est... C'est humide, plein qui filtre. Oui, c'est ça. On parle de zone humide. Vous avez déjà entendu se parler de ce terme de zone humide. Clairement, vous la retrouvez là. Vous voyez, vous avez une végétation qui est vraiment, on le voit à l'œil nu, une végétation qui est totalement différente entre là et si vous regardez juste le petit mont qui est derrière nous là, vous avez vraiment une végétation qui est nettement différente. Donc ici, vous avez une zone qui est, on parle de zone humide. Alors, l'intérêt pour le cours d'eau d'une zone humide, c'est que c'est une éponge. En période de pluie, elle capte l'eau et elle la restitue au cours d'eau relativement lentement, notamment au cours de l'été. Ça, c'est un intérêt de la zone humide. L'autre intérêt, c'est de servir en période de hautes eaux aussi. En période de hautes eaux, en fait, quand le cours d'eau il déborde, il vient inonder la plaine de Nostre-Seigne et la zone humide, plutôt que d'inonder des habitations. Voilà l'autre rôle de la plaine de Nostre-Seigne, c'est de servir, on parle de zone d'expansion de crues. Les crues, lorsque le cours d'eau est en crue, il vient s'épandre dans la zone de Nostre-Seigne. Vous avez en fait, pardon, je vais vous montrer la photo prise au cours du débordement de février 2021, mais si vous êtes passé sur la plaine de Nostre-Seigne il y a un mois et demi de ça, l'Auterne avait débordé aussi, début mars, là, aux alentours du 10-11 mars, l'Auterne avait débordé un samedi sur la plaine de Nostre-Seigne cette année. Ça remonte à l'année 2021. Donc vous voyez, vous avez l'Auterne ici qui est en train de déborder et qui vient, du coup, les eaux de l'Auterne viennent coloniser, en fait, viennent s'épandre sur la zone humide de la plaine de Nostre-Seigne. Ça, c'est un autre intérêt de la plaine de Nostre-Seigne. Certes, si on regarde uniquement le cours d'eau en termes de poissons, on a une note mauvaise, ok, on l'a vu, mais si on s'intéresse à d'autres paramètres, là en l'occurrence de Nostre-Seigne, c'est vraiment un rôle, c'est intéressant pour l'état du cours d'eau. Et à plusieurs titres, zone humide, zone d'expansion de crue. Et selon vous, qu'est-ce qui explique qu'un cours d'eau, comme on le voit là, il va gonfler et déborder dans une plaine, dans une zone humide? Qu'est-ce qui explique ça? Parce qu'il y a de trop fortes pluies et du coup il ne peut pas tout engorger d'un coup. Tout à fait, oui. Un excédent de pluie sur le bassin versant. On va y revenir sur la notion de bassin versant. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Ouais, ok, on va y revenir. Mais voilà, clairement, un cours d'eau il déborde parce qu'on a une pluie qui est trop importante en amont et du coup, il monte et il vient s'épandre sur la zone d'expansion de crue. Alors, la notion de bassin versant, dernier élément que je voulais évoquer avec vous. On a parlé d'un cours d'eau, d'une zone où on vient faire une pêche électrique. C'est une zone relativement locale. Donc, au début, quand on vient récupérer le premier paramètre, on est sur une portion de cours d'eau relativement locale. Pour essayer de mieux comprendre ce cours d'eau, on l'a vu avec la truite. On va regarder en amont ce qui se passe, l'ensoleillement du cours d'eau, l'absence de ripisylve, c'est un élément où là on commence à dézoomer, on commence à prendre de la hauteur, on s'intéresse à l'amont du cours d'eau, à l'amont de la zone échantillonnée. Et la dernière entité géographique, c'est le bassin versant, là carrément, vous l'avez, le bassin versant autour de vous. C'est vraiment le trajet de la goutte d'eau lorsque la goutte d'eau elle tombe et qu'elle rejoint le cours d'eau. Par exemple, si on regarde derrière nous, la goutte d'eau qui va tomber sur les costes rouges, sur les terres rouges qu'on a devant nous, elle va rejoindre l'Auterne. Par contre, si elle tombe de l'autre côté, elle va rejoindre le ruisseau de Fontange qui s'écoule derrière. Voilà, la dernière entité géographique importante pour un cours d'eau, c'est le bassin versant. Voilà, j'en ai terminé. Si vous avez des questions, avant que je vous pose moi la question cruciale. Mais du coup, ici, c'est pas habitable? Non. Ici, ouais, c'est une zone naturelle qui ne sera pas du coup habitable. Et que du coup, on préservera pour, pas que le cours d'eau, mais voilà, vous avez vu le rôle de cette zone, notamment en période de hautes eaux, qui permet au cours d'eau que l'eau du cours d'eau s'évacue dans cette zone plutôt que dans une zone habitable. Ok, si vous n'avez pas de questions, alors du coup, je vais vous poser la question, liquide jaune, pardon. Alors, je vais vous demander de relier deux espèces de poissons à deux principaux faciès. Alors les faciès, je vous ai dit, c'est l'habitat, on parle d'habitat. Est-ce que vous pouvez relier deux espèces de poissons avec deux habitats? La truite avec, la truite avec les degrés, la chaleur de l'eau. Alors, c'est les espèces qu'on a vues, c'est les deux sauts qu'on a vus là. On a une première réponse, donc vous devez en trouver deux. Donc ouais, en effet, le Véron et la Loge Franche, ils occupent le radier. Et ensuite, Dans les courants, Le gardon. Pardon. Dans les courants. Les ouais, gardons, Gardon, Goujon, dans les eaux profondes. Dans les eaux profondes, des lames. c'est ça.
Et ces zones profondes et lentes, on appelle ça des mouilles comme habitat. Voilà les réponses. Un des éléments qu'on a vu ensemble, c'est l'habitat, l'importance de l'habitat pour le poisson, et le travail effectué par le syndicat, c'est de diversifier les écoulements et de diversifier ces habitats. Et en faisant des actions, en menant des actions de diversification des écoulements, on diversifie les habitats et du coup on permet aux poissons de trouver un habitat plus diversifié et du coup on augmente le potentiel d'habitabilité du milieu et du coup on augmente le nombre de poissons dans le milieu.